Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de rejoindre le séminaire du collectif national droit culturel et vivre ensemble, à Agapé, dont le porte-parole est André Fertier. Je salue particulièrement André Fertier, qui a organisé cette réflexion sur la continuité des actions et services culturels vis-à-vis des personnes handicapées et âgées en manque d'autonomie en période de confinement, parce que pour nous au Sénat, c'est une question essentielle. J'ai longtemps présidé la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et ma préoccupation a toujours été celle des droits culturels des personnes handicapées, des personnes dites empêchées. Et l'on sait très bien que les personnes âgées, en quelque sorte, sont le plus souvent en situation de handicap. Perte de l'audition, perte de la vision, perte de la capacité aussi tout simplement à se déplacer, à se mouvoir. Donc ces personnes extrêmement fragilisées méritent tout autant l'accès à la culture que les autres. Et il est vrai que si en temps ordinaire, déjà, la question n'est pas simple, que celle de ce que j'appelle l'accessibilité universelle, c'est-à-dire pour tous et à tous et toutes, eh bien, elle se complique encore en période de confinement, puisque les lieux de culture se trouvent fermés et que la vie culturelle se trouve de facto renvoyée vers la toile, vers l'Internet. On renvoie tout à chacun vers sa pratique ou non, justement, des écrans et sa capacité aussi à le faire. Alors, le confinement, c'est l'occasion de se reposer encore plus la question de cette accessibilité universelle à la culture. Permettez-moi, avant toute chose et considération sur ce sujet précisément, de refaire un petit tour d'horizon de notre action au Sénat. En 2015, j'ai souhaité, en tant que présidente de la commission culture, éducation, communication, que soit dressé le bilan de la loi de 2005, la loi handicap, nous fêtions donc son 10e anniversaire, au regard de l'accès à la culture. Souvenons-nous, ce texte de 2005 ne spécifie aucunement la question culturelle. Aucun article de ce texte de loi ne précise quelles doivent être les conditions d'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que pointe notre colloque de 2015 que nous organisons avec de nombreux acteurs qui portent ce témoignage. À partir de cette table ronde, j'ai souhaité que notre commission dresse un bilan de ce que j'ai appelé comme titre de rapport Culture Handicap, confié à deux collègues que je salue, Brigitte Gontier-Morin, Nicole Duranton, qui ont parcouru notre pays pour aller un peu en quête de ce qui se faisait dans le domaine culturel. Le constat que nous avons effectué au Sénat est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'action en faveur de l'accès à la culture pour les personnes handicapées ou âgées, mais qu'elles sont souvent éparses. Elles sont souvent aussi issues de la bonne volonté d'acteurs culturels extrêmement militants et mobilisés, de centres socioculturels qui sont, ou médico-sociaux, qui sont particulièrement mobilisés parce qu'il y a dans ces services des personnes, voilà, dont c'est vraiment le sujet. Mais rien de très coordonné ou organisé. Je rappelle que quelque temps après ce rapport, nous avons introduit dans la loi Liberté de la création, architecture et patrimoine les droits culturels au Sénat. J'y ai tenu. Je les avais introduits dans la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, considérant que comme chaque niveau de collectivité territoriale, région, département, ville, souhaitait garder la compétence culturelle, j'avais introduit du coup dans la loi un amendement stipulant que puisque cette compétence était partagée, qu'elle était territorialement partagée, il fallait s'occuper de la question des droits culturels. Les droits culturels, c'est ni plus ni moins approfondir la démocratisation culturelle et rendre accessible vraiment et véritablement, sincèrement, authentiquement, la culture accessible à tous. C'est la question du coup des personnes en situation de dépendance, les personnes âgées, les personnes handicapées. Bien entendu, les droits culturels, c'est bien au-delà de cela, mais c'est une question essentielle pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Des collectivités territoriales, que la mienne d'ailleurs en région Normandie, ont mis les droits culturels au cœur de leur projet de politique publique pour la culture, de manière à ce que l'idée irrigue les choix et toute la mise en œuvre de l'action publique. Cette question des droits culturels, elle progresse, bon an, mal an. Il faut parfois du temps pour que les textes de loi
s'applique et infuse aussi la société. La loi, c'est une chose, les mentalités en sont une autre. Le sujet qui nous préoccupe, alors maintenant j'y reviens, c'est du coup la continuité de ces services culturels déjà rendus difficiles par les temps habituels. Cela renvoie encore plus à la question de la dépendance. On le sait, une partie de la population française déjà n'a pas forcément accès au réseau, n'est pas câblé, n'est pas fibré. Donc déjà, on a 12% de foyers qui, en France, ne reçoivent pas l'Internet, donc ne peuvent pas être connectés pour bénéficier de programmes culturels spécifiques. Je pense que dans cette proportion se trouvent bien entendu des personnes âgées et donc qui sont doublement privées. Et puis il y a la question tout simplement des usages, la capacité à utiliser les tablettes. Vous savez qu'on parle aussi beaucoup d'électronisme en France, c'est-à-dire l'incapacité à savoir se servir des nouveaux outils. Alors, pour les personnes âgées, c'est parfois encore plus difficile. Il y a aussi cette perte d'autonomie, de l'usage parfois aussi de ses mains, la réactivité du corps. Donc, souvent, ces personnes ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées. L'offre existe réellement en ligne. Nos acteurs culturels se sont considérablement remués pour trouver des solutions alternatives à la fermeture des salles. Je connais des orchestres, je connais des opéras, je connais des ensembles qui, par exemple, se sont efforcés de continuer à jouer et à enregistrer de manière à diffuser leur musique via les réseaux sociaux, via la toile. Ces programmes, bien sûr, sont rendus accessibles pour le plus grand nombre. Donc l'offre existe. Après, c'est une question de l'accessibilité à celle-ci qui parfois est bien sûr compliquée. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que d'autres acteurs se sont mobilisés pour recenser aussi l'offre, par exemple à destination des malvoyants ou des aveugles sur la toile. On collectait le nombre de podcasts, d'émissions, pour rendre facile aussi cette accessibilité. Mais en tout état de cause, ce que je voulais vous dire aux uns et aux autres, c'est que cette question des droits culturels, de l'accessibilité universelle, notamment pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, reste devant nous. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer des progrès, je crois qu'il faut aussi le dire, mais que la loi, elle a véritablement encore à s'imposer et qu'il y a un énorme travail à faire sur les mentalités. La loi Grande Autonomie et Personnes Âgées qui est devant nous sera sans doute l'occasion de rappeler ce caractère tout à fait essentiel de la culture. La culture, c'est pas seulement ce supplément d'âme, c'est constitutif de notre être, ça renvoie à la dignité de chaque être humain. Bien entendu, quand on est malade et âgé, c'est les soins physiques qui comptent. Mais la culture, c'est ce qui permet vraiment de continuer à vibrer, de ressentir l'émotion, de partager des émotions aussi avec les autres. Donc ce combat est bien entendu devant nous. Il nécessite aussi la formation de personnel ad hoc dans les centres médico-sociaux, dans les EHPAD. Il nécessite un grand plan en quelque sorte. Et ça, bien sûr, le Sénat y est extrêmement attentif. Et vous pouvez bien sûr compter sur moi, sur ce combat qui m'anime tout particulièrement, en tout cas en Normandie. Je profite pour saluer Muriel Homo, qui est présidente de GHP Normandie, qui m'a beaucoup appris. Nous avons beaucoup travaillé avec Muriel Homo et nous continuons à travailler en Normandie pour évaluer aussi nos politiques publiques régionales qui ont mis en place des dispositifs spécifiques. Tout ne peut pas se faire en un jour, il faut en avoir conscience. Quand on est élu, on met petit à petit des plans en place. Ça prend un petit peu de temps, il faut sensibiliser les services, il faut sensibiliser aussi nos concitoyens, parce que chacun doit être acteur de ce grand changement et de cette considération aussi des personnes âgées. Dans notre société française, je note que les personnes âgées sont particulièrement isolées. Nous sommes un des pays européens dans lequel il y a le plus de personnes âgées, par exemple dans les EHPAD. Dans d'autres pays, on garde plus longtemps les personnes âgées à la maison. C'est comme s'il y avait peut-être aussi un tabou autour de tout cela, mais la place de la personne âgée est une vraie question
dans nos sociétés, surtout dans des sociétés dans lesquelles les progrès de la médecine, on peut s'en réjouir, les progrès de la médecine amènent les personnes à vivre de plus en plus longtemps. Vivre de plus en plus longtemps, c'est aussi prendre le risque de se trouver en situation de handicap et de difficulté et d'isolement. En tout cas, belle journée à toutes et à tous et très heureuse d'avoir pu participer à ce colloque à distance.